évidemment c'est pour vous parler de mes dernières lectures et comme d'habitude je commence par les graphiques que j'ai empruntés pour la plupart cette fois-ci à la médiathèque et ensuite on va avoir les lectures que j'ai faites, ce sont mes romans pour le coup. Première lecture, on a Jane face aux sirènes. On est sur une BD graphique plutôt jeunesse comme vous pouvez le voir et on est surtout sur une acceptation de soi et qu'est-ce que les normes de la beauté et tout ça. Donc c'est super intéressant mais on est sur un petit peu de l'historique aussi puisqu'on en est dans une période où justement cette jeune fille Jane va perdre ses parents et du coup son héritage c'est son cousin qui débarque dans la maison en disant écoute tu es l'héritier puisqu'il n'y a pas de mal dans ta famille donc c'est moi qui vais récupérer la maison et tous les terres de tes parents et toi tu dégages. Donc elle va se dire mince comment je vais faire donc potentiellement elle va aller voir un des gars, le plus beau gars du village qui lui plaît et lui demander de l'épouser mais celui-ci ne va pas l'entendre de cette oreille puisque justement c'est un peu le beau gosse du village. Et en plus, il y a une sirène qui lui fait du drag à Ska et donc la sirène va l'emmener dans l'océan. Donc la Jane, elle se dit mince, elle emmène mon meilleur moyen de pouvoir me sauver de cette vie de misère à l'abri du besoin. Donc je vais aller dans l'océan pour le récupérer. Il y a toute des péripéties qui va lui arriver. Et moi ce que j'ai bien aimé justement, c'est la morale que le petit phoque juste ici va lui apporter à Jane, c'est que tout ce qui est beau n'est pas forcément bien au contraire. Dans l'océan, la plupart des choses qui sont très jolies, qui sont magnifiques, sont toxiques. Puisque les oursins c'est très beau mais ça peut apporter du poison. Certains animaux aussi qui ont des pics peuvent apporter du poison. Ou même les méduses, enfin bref, il y a plein d'animaux qui potentiellement sont magnifiques mais ne sont pas bons du tout. Donc j'ai bien aimé cette petite phrase aussi justement entre la beauté intérieure, beauté extérieure, enfin voilà, il y a plein de petits choses qui sont très chouettes et donc j'ai bien aimé. Deux salles, deux ambiances totalement différentes. Là on est sur un roman graphique, donc c'est Les rêves de Tchernobog, j'espère que je le prononce bien. On est plutôt sur un mélange entre mythologie et historique russe, donc j'avoue que c'est pas forcément un pays que je connais énormément. Je connais la mythologie nordique un petit peu, mais beaucoup plus par exemple la romaine et la grecque. Donc là c'est un mythe que je ne connais pas, mais qui a l'air d'être intéressant, puisque c'est au niveau de la mythologie avec donc Tchernobog, qui est entre guillemets le dieu de la mort, en mode Hadès, qui aurait un amour avec la déesse de la nuit, ou du jour, je sais plus. Sa fille c'est la terre et donc bref il y a tout un délire mythologique et en même temps on lit ça avec l'historique puisque là on est juste après la seconde guerre mondiale puisqu'on est en Russie, une guerre fratricide entre ceux qui sont pour les tsars et ceux qui ne le sont pas, donc les tsarites et les soviétiques contre les soviétiques. Et il y a un troisième clan que j'ai pas trop compris ce qu'ils étaient, les Kolasques, je sais pas quoi, bref. En gros on a les rouges, les verts et les blancs. Voilà. Donc je sais pas trop qu'on en est, mais j'ai énormément aimé cette BD parce que justement, encore une fois, on est sur des choses assez qui se voudraient manichéennes entre le bien et le mal, mais qui ne l'est absolument pas, justement, c'est totalement moraligré. Comment réussir à faire le bien en faisant le mal ou inversement. Enfin, moi j'ai énormément aimé justement. D'ailleurs ça se voit, on a toute la première partie qui est très très sombre, les planches sont en noir, je vais vous en montrer une comme ça au hasard. Et il se passe des choses dans l'histoire et après... La suite, c'est que ça se passe en blanc. Et c'est expliqué justement pour l'histoire pourquoi on passe de ces colorimétries-là aux autres. Et voilà, j'ai kiffé, j'ai bien aimé. Donc voilà, je vous la conseille si vous êtes intéressé par ce genre-là. On n'est pas sur un graphique cette fois-ci, mais plutôt sur une nouvelle. Mais je voulais quand même vous le présenter, puisque là, je vous le mets un peu dans l'ordre de mes lectures. Donc, ni prince, ni charmant. Là, on est sur une petite nouvelle, justement, sur un jeune adolescent qui, eh bien, un soir, sa demi-sœur débarque dans sa chambre pour lui dire comment ça se fait que tu es pote avec un V. Alors, on n'a pas le droit de prononcer ce mot sur, sur YouTube et sur la plupart des plateformes, mais bon, j'imagine que vous avez compris. L'adolescent va très mal réagir en disant mais comment ça se fait que tu l'accuses sans preuve en fait, c'est pas parce qu'il y a une fille qui dit que voilà que c'est la vérité. Sauf qu'il va voir qu'il n'y a pas qu'une seule fille, il y a pas mal de filles qui se mettent dans ce mouvement pour dénoncer son meilleur pote. Et là justement on va arriver tout un moment de questionnement. Ce que j'ai beaucoup aimé justement c'est qu'on alterne. On n'a pas le gars qui se braque direct et qui dit non c'est pas possible. Mais en même temps il ne se met pas tout de suite du côté des victimes. On a justement cette balance où à chaque fois il fait un pas, il recule, et je trouvais ça justement pertinent, intéressant de voir aussi ce point de vue d'un homme. Alors j'ai bien aimé parce que justement ça change du point de vue des femmes. Le seul bémol pour moi c'est que ça a été écrit par une femme. J'aurais aimé que ça soit écrit par un homme pour justement potentiellement me dire peut-être que, après je me dis pas, hein, elle a sûrement fait des recherches pour écrire, elle a peut-être parlé avec des adolescents pour voir un petit peu leur point de vue là-dessus. Et d'ailleurs j'ai trouvé ça très bien fait parce que justement même le gars il se met un petit peu
un questionnement à un moment en disant bah ouais mais moi un jour j'ai ploté ma copine sans lui demander les seins, est-ce que là on peut parler d'agression et tout justement. Il y a tout un questionnement au niveau justement de post-MeToo aussi, les garçons maintenant, entre guillemets, ils n'ont plus les mêmes laxitudes qu'il y avait à une autre époque et ils ne savent plus trop comment se comporter avec les femmes. Les questions de consentement encore sont bien à travailler, hein, parce que c'est pas toujours bien compris, mais voilà, j'ai bien aimé, c'est très utile. Ce genre de petites nouvelles, en plus, ça prend pas très longtemps, moins de 100 pages à mettre dans toutes les médiathèques, les CDI et tout. C'est utile. Je passe à une autre lecture et encore une autre ambiance. Ouais, moi je passe de tout ou rien en ce moment. Donc on est sur Au chant des grenouilles, donc on est sur un tome 1, une BD jeunesse, avec ces petits animaux justement, on est dans une forêt, on suit donc le petit renard, les deux jumeaux lapins, l'araignée, la chauve-souris et la chouette. Ils sont tous copains les uns avec les autres et je vais m'arrêter à là pour le résumer parce que en fait moi j'avoue que j'ai pas compris j'ai pas compris la BD jusqu'à la dernière planche en fait. C'est la dernière planche que je me suis dit ah d'accord, tout ça pour en arriver là. Donc comme je vous ai dit, ils sont tous amis ensemble. On les voit en fait être amis, se chamailler les uns les autres, nanani nanana. Ils récoltent des trucs, ils se baladent, ils amoncellent des choses. Il y a qu'à la fin en fait on comprend pourquoi ils font tout ça. Et du coup je pense que le tome 2 sera peut-être plus intéressant et plus percutant parce qu'on sait du coup pourquoi ils font ça et où ça va en venir. Mais je me suis rendu compte que pendant toute la BD, peut-être que je vous montre un peu à quoi elle ressemble, et bien justement je me suis baladée avec eux sans comprendre ni pourquoi ni comment on en arrivait là et qui était qui et qui était pourquoi. Ah bon, si je vous ai dit, on a vu qu'il y avait deux jumeaux, que les autres étaient copains, que potentiellement la lapine est intéressée par le renard, mais que l'autre lui dit un renard végétarien, moyen quoi. Donc voilà, il y a des petites intrigues comme ça qui se placent entre les personnages, mais voilà. Du coup, je me pose la question un petit peu de est-ce que je vais continuer ou pas, parce que je sais que la médiathèque a les 3 suivants, donc je me dis que potentiellement je pourrais lire le reste de la saga. Mais je vous avoue que justement, j'ai tellement pas adhéré à l'histoire parce que je ne comprenais pas où on allait que je ne sais pas si je vais continuer. J'ai aussi lu Le Grand Incident. Oui, vous allez vous rendre compte qu'il y a pas mal de trucs féministes là-dedans. Tout simplement, le mois de mars est passé, la journée des droits de la femme aussi est passée, et donc il y a pas mal de lectures dans la médiathèque qui ont été mises en avant, forcément. Donc, Le Grand Incident, on est sur l'histoire fictionnelle du Louvre et de toutes leurs statues. Les statues justement qui sont là, qui sont présentes, qui sont féminines, pas que ces statues, hein, on a aussi des peintures et tout ça, au bout d'un moment on en a marre justement de se faire tripoter par les hommes et vont s'adresser à la femme de ménage qui les nettoie tous les jours en leur disant écoutez, si vous ne faites pas quelque chose avec les visiteurs masculins, nous on va se casser en fait, on va faire grève. La femme de ménage en parle à la direction on n'a absolument rien à faire, et donc c'est ce qui va se passer petit à petit, les peintures, les sculptures et tout l'art en fait qu'il y a au Louvre, où ce sont des femmes nues qui sont dessus, vont petit à petit disparaître, et donc du coup là il va y avoir un gros questionnement, pendant un mois le Louvre va fermer, parce qu'il ne va pas comprendre ce qui se passe, et du coup il va y avoir une comment on appelle ça, une nouvelle règle, une nouvelle loi qui va être mise justement pour lutter contre le fait que les hommes, quand ils se pointent dans ce genre d'endroit, touchent les seins des statues, prennent en photo le postérieur et le devant aussi, vous voyez ce que je veux dire, bref, sont irrespectueux, déjà qu'ils ne le sont pas très avec des femmes vivantes, mais alors avec des statues encore moins. Il y a tout un questionnement de l'art, de la place de la femme dans l'art, sa nudité, sa non-nudité, qu'est-ce que ça veut dire selon les époques et tout, donc c'est hyper intéressant, et justement la règle qui va être mise en rigueur, c'est que tout homme qui veut rentrer dans le musée du Louvre devra venir nu. Voilà, comme ça, il verra ce que c'est d'être vulnérable dans un lieu public et peut-être que ça changera un petit peu les mentalités. On a tout un truc justement avec des grèves, des manifs en disant ouais, c'est pas normal, bref, et vous allez voir du coup ce qui va se passer dans cette BD. J'ai bien aimé justement parce qu'on a plusieurs points de vue, aussi bien masculin que féminin. Au niveau des classes sociales aussi, il y a plusieurs choses qui s'affrontent et j'aime bien. Donc voilà, ça dénonce certaines choses et ça le fait très bien. Deuxième petite chose qui pour le coup ne l'a pas trop fait avec moi, j'ai lu The World in Dancing, donc le tome 1 et le tome 2. On est donc, c'est quoi? C'est période Muromachi, donc de 1336 à 1573. On est sur un Japon médiéval avec du coup un maître de l'art du théâtre No, enfin l'ancien théâtre No,
Et il a un fils qui ne maîtrise absolument pas tout ce qui est danse, théâtre et tout ça. Et ça l'agace parce que c'est son fils, donc ce sera lui qui va hériter de la compagnie de théâtre. Lui, son fils, a plutôt un don de voir les moments de grâce quand les gens font des choses qui leur plaisent, mais de manière excessive. Une personne qui va être passionnée de danse, quand elle va danser, il va se rendre compte de la grâce qu'elle a, mais ça va être pareil pour le pêcheur. Pour le pêcheur où c'est sa passion de pêcher, il va voir l'instant de grâce dans ce moment, bref. Et donc du coup, lui c'est ça son don, mais c'est pas la danse, c'est pas le théâtre, c'est pas ce genre de choses. Mais du coup vous allez découvrir ces petites histoires et je vous avoue que je me suis un petit peu fait yesh à ce moment-là et j'étais en mode, je lisais mais voilà, je lisais pour lire et j'étais pas trop dedans, à tel point qu'encore une fois, un peu comme au Chant des Grenouilles, malgré que je sais que la médiathèque a le 3 et le 4, je sais pas si je vais la demander. Voilà. Je vais peut-être la demander juste pour voir si justement je continue et s'il y a potentiellement il y a une bonne morale ou quoi que ce soit, mais je vous avoue que pour le moment ça m'a pas du tout conquis. J'ai aussi lu Sorceline, le tome 8, le jeu des 1000 Vornes. Là je vous avoue que ça remontait à loin, le tome 7, et du coup j'étais un peu en mode wow, dans quoi je me lance? J'ai eu énormément de mal à me raccrocher au wagon et comme c'est des empreintes médiathèques, il aurait fallu que je relise le tome 7 pour être sûre que je sois bien raccrochée par rapport au tome 8, mais ça n'a pas été le cas. Donc du coup, je me suis accrochée à ce que j'avais, c'est-à-dire mes souvenirs. Je suis allée aussi sur Google, j'ai relu le résumé du tome 7 pour être sûre que je l'avais lu parce que j'ai eu un doute sur le moment, j'avais mais d'où qu'on en arrive à ça? Mais finalement, si, je l'ai lu, mais comme que je vous dis, il y a tellement longtemps entre les deux lectures que, voilà. Donc, on en est sur un deuxième arc, un deuxième cycle. On a d'abord les, je sais plus, c'est dans... Si, on a d'abord donc du 1 au 6. Non, du 1 au 5 ou du 1 au 4, je sais plus. Enfin, on a une première vague et après on a un deuxième arc. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué de vous en parler sans vous spoiler. Mais sur la base, on est sur Sorceline, une jeune fille justement qui veut devenir zoologiste. Et donc pour ça, elle va aller sur une île bien précise où il y a une espèce d'académie de magie avec un prof qui va leur apprendre, moins d'un peu Norbert Dragono. Et donc voilà, on débute sur ça, mais il y a énormément d'intrigues qui vont aller dans tous les sens, dont l'identité même de la petite sorceline. On va découvrir qui elle est réellement et quel lien elle a avec cette île ou les personnes qui sont sur cette île. Donc voilà, c'est intéressant, mais je vous avoue que j'ai énormément ramé pour... donc je sais que si la médiathèque prendra le tome 9, il faudra que je reprenne le tome 8 en même temps que le tome 9 pour être sûre de pouvoir accrocher les wagons, parce que sur celui-là, je savais que sur un des anciens ça avait été compliqué, mais alors sur celui-ci particulièrement. On continue, donc j'ai lu aussi Les Semi-Deus, le tome 3 au nom d'Amra. Pareil, il a fallu un petit temps pour que je raccroche le wagon qui était qui, mais moins qu'avec Sorceline, parce qu'on commence justement dans ce tome-là avec un petit 9 ans plus tôt. On revient sur des personnages qu'on n'avait jamais vus, jamais connus, et qui nous expliquent comment eux, ils en sont arrivés à ce que nous, on connaît maintenant. Donc je vous avoue que j'ai eu moins ce gros effet de quoi on parle que dans Sorceline, mais j'ai quand même eu un petit moment en mode ah oui, toi tu fais ci, toi tu fais ça, parce que justement on est sur une histoire où il y a dans ce monde-là, alors flopper intrigue les gars, je vous raconte plus parce que je sais, il y a plein de noms de pays, de machins, de trucs qui, bref, il y a des intrigues politiques à tout va et je vous avoue que je survole, moi c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse c'est surtout l'histoire de la protagoniste qui est une jeune métamorphe. En fait les semi-déis existent. Il y a une femme qui en gros enlève des enfants qu'il faut qu'ils aient moins de 13 ans et elle arrive à en faire des semi-deus et en fait ce sont des personnes qui ont des pouvoirs. Voilà. Et nous on suit notre protagoniste, c'est une jeune fille qui a la capacité de se métamorphoser. Mais littéralement elle peut devenir une personne. Et donc c'est très pratique pour faire justement de l'espionnage, des intrigues de cours, tatati tatata. Donc voilà grosso merdo où on en est à la base de l'histoire. Et là on en est en tome 3, donc on a d'autres intrigues politiques qui viennent se mettre les uns dans les autres. Donc je vous laisse découvrir ce que c'est pour que vous compreniez un petit peu mieux. En termes de graphisme, on est sur quelque chose d'assez classique, on va dire, pour de la jeunesse. C'est très chouette. Je vous avais pas montré mes sorcelines. Je pense que j'ai pas vraiment besoin de vous montrer. Pareil, on est sur quelque chose d'assez coloré et d'assez classique pour de la jeunesse. Donc voilà ce que j'ai lu en termes de graphique, que vous voyez juste ici à côté de moi, mais il y a aussi du coup mes lectures en roman. Et donc là, on va commencer avec la lecture que j'ai enfin terminée, que j'avais commencé, j'en étais à 52% lors de la retraite de lecture. Donc The Faymate de Lana Ferguson, que j'ai adoré. Alors, ça a été un petit peu compliqué, ma phase de lecture, parce que
j'ai le petit sticker qui va avec. On est sur un Omégaverse. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui est une Oméga, qui est interne dans un hôpital, et de cet homme qui, lui, est un alpha, mais qui le cache. Les deux cachent leur statut. Tout le monde sait que ce sont des loups-garous, mais ils ne savent pas que ce sont lui un alpha et elle une Oméga. Et lui, il est titulaire, je sais plus c'est quoi sa spécialisation, mais bref, il est titulaire. Dans cet hôpital, on a une grosse vibes Grey's Anatomy, on va pas se mentir, entre les internes, les titulaires, les résidents, patati patata, et surtout à un moment justement il y a même un clin d'œil, ils sont à un date tous les deux, ils sont en train de regarder la série Grey's Anatomy, lui il est en train de hurler à la vie quand il voit que à un moment ils mettent pas de gants, ils ont pas les masques, ils ont pas les lunettes et tout, ils sont en mode mais on fait pas ça avant d'aller en opération. Enfin bref, du coup c'est assez drôle, mais voilà, on a du coup cette relation, et dans ce monde-là, dans tout ce qui est Omégaverse justement, les alphas et les Omégas ont cette attraction les uns avec les autres, et il y a tout un mythe justement que ça crée, enfin voilà, les Omégas ont ce truc avec les alphas. Donc elle ne va pas tout de suite dire qu'elle est une Oméga au type, bien qu'il sente qu'elle est une louve. Elle va avoir besoin d'un petit ami pour faire semblant auprès de sa grand-mère, parce qu'elle a dit à sa grand-mère qu'elle en avait marre de lui montrer plein de mecs, qu'elle avait quelqu'un, et lui, il a besoin justement d'une compagne officielle, puisque quelqu'un a dit que c'était un alpha, et que les alphas ont très mauvaise réputation, assez impulsifs, assez agressifs, donc s'il veut continuer d'exercer, il faut qu'il ait une compagne, parce qu'il est dit que quand les alphas ont une compagne, ils n'ont plus du tout ce comportement agressif. Donc les deux vont s'entraider l'un l'autre, et évidemment vous vous en doutez, on va être sur un fight dating qui va vite tourner au real dating. Et j'ai bien aimé, comme je disais avec Cynthia, qui arrêtait pas de dire, moi je l'ai aimé mais sans plus, ça m'a pas fait grand chose. Moi en une soirée j'en ai oublié 52%, vous voyez, donc je l'ai dégommé. Comme je vous disais, j'ai l'impression de retrouver un peu la patte de Ali Hazelwood. C'est pas la même autrice, on est bien d'accord, mais ça me fait un peu cet effet-là en mode addictif, voilà. C'est très smutty, les gars, c'est très 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 smutty. Moi, il y a un truc qui me plaît absolument pas, mais je sais que ça va avec cet univers-là, c'est l'histoire des nœuds. Les nœuds, ça me... ça me rend folle dans un sens où je... Il paraît que biologiquement en plus ça existe, mais moi ça ne me plaît pas du tout. Voilà, je tiens à le dire, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc voilà, j'ai énormément apprécié cette histoire. De là à vous dire, voilà, entre 4 ou 5 étoiles, je resterais plutôt quand même dans un 4, parce qu'il y a énormément de smut, il y a énormément de graou, consentement, il est là, mais des fois je suis un peu en mode dire, c'est pas forcément ce que j'ai envie de lire en 2026. Donc j'ai bien aimé, l'histoire en fait se tient, les comportements l'un avec l'autre, gros quiproquo parce que miscommunication, tout ça, mais voilà, j'ai bien aimé, et donc je valide cette lecture-là, si vous aimez ce style évidemment. On reste dans de la romance et de la romantaisie, mais là on n'est plus du tout sur le même délire, puisque je vous présente un duel avec le Seigneur Vampire, le tome 3 du coup de la série d'Eliskova. Donc on avait un pacte avec le roi elfe, une danse avec le prince faillé. Donc là on a un duel avec le Seigneur Vampire, et le tome 4 qui est sorti juste en fin d'année dernière, c'est le Duc des Mers. Un chant avec le Duc des Mers, un truc comme ça. Donc voilà pour ça. Au niveau de l'histoire, on est sur Floriane, donc du coup qui est une humaine, qui est la fille de la forge. Elle vit dans un petit hameau qui protège en gros le monde des humains du monde des vampires. Elle a un jumeau qui lui est chasseur, et son rôle à lui c'est justement d'aller au front pour empêcher les vampires de venir massacrer les humains, et elle reste dans sa forge pour être forgeronne et créer les armes pour tuer les vampires. À l'inverse, on a Rovan qui lui est le seigneur des vampires depuis très peu de temps, et il va débarquer parce qu'en gros les vampires attaquent toutes les pleines lunes, mais le seigneur des vampires débarque seulement à la pleine lune de sang qui a lieu tous les 500 ans. Donc là on a Rovan qui débarque et qui va potentiellement tuer le frère de notre protagoniste. Elle va prendre un élixir que son frère lui a donné juste avant de partir en duel, et elle va empêcher le seigneur vampire de tuer son frère. Et quand le seigneur vampire va rencontrer cette jeune femme, il va comprendre qu'elle n'est ni humaine ni vampire, et donc il ne va pas comprendre ce qu'elle est, et il va l'emmener dans son château, et on a un petit remake de La Belle et la Bête. Enfin, ça va plus loin que ça évidemment, mais on est quand même sur une grosse vibe comme ça, où justement les deux ont deux visions des peuples, de l'autre peuple, absolument horrible, et donc on part sur un gros enemies to lover des familles, et justement ils vont devoir apprendre à se connaître. Il va y avoir un pacte qui va être mis entre elle et lui, Florian et le seigneur des vampires, donc ils vont être liés par le sang, et grâce à ce lien, ou à cause de ce lien, ils vont devoir justement se rendre compte de la vérité, que tout ce qu'on leur a dit n'est pas forcément la vérité. Et donc on va avoir comme ça un énorme
slow burn qui va naître petit à petit, que j'ai énormément apprécié. Parce que, allez, les 3/4 justement, c'est ça, c'est on apprend des vérités l'un sur l'autre, on découvre que tout ce qu'on imaginait l'un sur l'autre, ce n'est pas du tout la réalité, ce n'est pas la vraie personne en face de nous, n'est pas le monstre qu'on s'imaginait. Et donc du coup, il y a un côté, on voit ce qui se passe en face de nous, que ce n'est pas du tout ce qu'on nous a appris depuis toujours, mais il y a un autre côté, on ne peut pas effondrer toutes nos croyances d'un coup. Donc voilà, ça met du temps justement à ce que la relation se mette en place entre les deux, et même à un moment où tu as la relation qui a commencé déjà à s'installer, il y a encore des mauvaises croyances entre l'un et l'autre, et du coup ça freine la relation, parce que évidemment quand tu détestes tout un peuple, même si tu aimes une personne, eh ben il y a encore... c'est comme si un raciste justement se mettait avec une personne de couleur. Il y aura encore des réflexions, il y aura encore des sujets, il dira... Moi je sais que j'en connais des personnes comme ça, et qui disent « oui mais pas toi ». En fait, ils disent des trucs racistes, mais en gros, le prends pas pour toi. Bah, forcément que la personne va le prendre pour elle. Et donc là, on est sur ça avec cette relation aussi. Et bref, j'ai beaucoup apprécié justement, parce que ça prend son temps. Il y a une énorme fan family que j'adore. Pareil, on creuse avec eux à essayer de faire bouger les lignes. Enfin, moi j'ai adoré, hein. J'ai kiffé. J'ai mis 3 ou 4 jours à le lire. Donc j'ai pas mis excessivement longtemps pour un roman qui dure 570 pages, mais quand même, voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus que si vous aimez tout ce qui est justement romantésie et tout ça, allez-y, foncez. Alors ça ne casse pas trois pattes à un canard, hein. Avec Dieu Liskova, il faut savoir que ça fait son taf, mais on n'est pas sur quelque chose de révolutionnaire non plus, et c'est ce que j'ai apprécié en fait dans Impact avec le roi elfe. Je m'attendais à quelque chose de nul, on va pas se mentir. Et au final, bah, ça a été assez addictif, donc je l'ai bien aimé. Le Prince Fly, c'est en mode mouais, mais sans plus. Celui-ci, pour le moment, je crois bien qu'on est sur le 1 et le 3 potentiellement ex aequo. Le 2 était un petit peu en dessous, donc j'attends de voir le 4, voir où il se situe celui-ci, mais voilà, j'aime bien. Alors, ce sont des suites sans réellement être des suites, puisqu'en fait, ce sont dans le même univers. On a la carte, je crois qu'elle va être mise, voilà. On a du coup un monde qui est ici, le monde des humains, et là on va voir qu'il y a une barrière, et là on a le Midscape, donc c'est le monde surnaturel, avec du coup d'un côté le royaume des elfes, d'un autre le royaume des faées, là le royaume des vampires, et ici le royaume des sirènes. Et donc du coup, et ben là, ah non c'est là qu'il y a le royaume des humains, donc là on est avec le royaume des elfes, là on a passé... Donc le tome 1 ici, là le tome 2, ici le tome 3, et donc là on va débarquer dans le tome 4, le prochain. Je ne sais pas quand je vais l'acheter, mais je vous avoue que j'aimerais bien le lire potentiellement cette année, comme ça je serai à jour dans cet univers-là. En plus, avec ces deux lectures, je n'avance absolument pas dans ma palle Mirazonchi, mais j'avance dans mes lectures de la romantésie, du challenge romantésie, et peut-être bien, non pas les trucs de l'année, je crois pas qu'ils sont dedans, mais du coup ça me fait avancer aussi dans mes pales de challenge, donc c'est très chouette. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. S'il y a des titres que vous aussi vous avez lus, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire, ou me dire si vous avez lu. Et puis si vous ne souhaitez pas mettre un commentaire hyper construit, hyper écrit, vous pouvez laisser des petits emojis. Là, on part sur quand même soit un emoji vampire, soit un emoji loup, vu qu'il y a pas mal de loups-garous et de créatures fantastiques. Évidemment, je vous fais aussi ma petite autopromotion. Si vous voulez me soutenir, j'écris des romans. Donc je vous laisserai évidemment en barre d'informations les liens pour potentiellement aller voir ce que j'écris sur Amazon. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément pour le référencement. Et si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez de bons moments, que vous faites de bonnes lectures, et je vous fais tout plein de gros bisous.